Aujourd'hui, j'ai voulu savoir comment les Gaulois sont devenus des Gallo-romains. Eh bien, figurez-vous que l'artisanat a joué un rôle important dans cette romanisation. Les archéologues ont retrouvé les traces des artisans qui ont profondément marqué cette époque charnière. Je pars à leur rencontre en Dordogne. Ici, sur ces terres fertiles du Bergeracois, vivaient les Pétrocores. Une tribu gauloise qui devait déjà profiter des ressources gourmandes de la région. On le sait, les Gaulois étaient adeptes du banquet et de la bonne chère. Mais avec l'arrivée des Romains, ils vont adopter de nouveaux arts de la table, avec notamment l'apparition de la vaisselle en verre, ce qui est totalement nouveau. Alors si je suis ici dans ce petit village du Périgord, c'est parce qu'il abrite l'atelier d'un maître verrier qui tente de reproduire le geste du souffleur de verre antique. Bonjour. Bonjour Nadia. Et aujourd'hui, ce souffleur de verre va procéder à une expérimentation exceptionnelle. Il va souffler ce bloc de verre antique apporté par une archéologue. Une archéologue dans un atelier de verrier, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Nous essayons de refondre un verre antique pour voir s'il se comporte de la même manière que le verre d'aujourd'hui. J'imagine que pour vous, archéologue, c'est très précieux d'avoir cette matière brute d'origine. Non seulement c'est précieux, mais je dois dire que l'expérimentation va être assez émouvante, parce que c'est un verre qui a quand même dormi presque 2000 ans au fond de l'eau, qu'on va réveiller. En fait, on va lui redonner son destin, quoi. Il était fait pour être fondu, il n'a jamais été fondu. Et ce voyage manqué, on va essayer de le rattraper. Car ce bloc de verre, les archéologues l'ont découvert près de l'île des Ambiers, au fond de la Méditerranée. Une épave, coulée vers la fin du IIe siècle, a révélé une importante cargaison d'environ 15 tonnes de blocs de verre brut. Et il venait de très loin. Parce qu'à cette époque, le verre est produit dans les provinces orientales de l'Empire, vers la Syrie, la Palestine et l'Égypte. Dans de gigantesques fours sont fabriquées de grandes dalles de verre brut. Elles sont ensuite débitées et les blocs envoyés par bateau dans les ateliers de l'Empire, où ils sont refondus et mis en forme grâce à une nouvelle technique. Le soufflage. C'est le moment d'enfourner ce verre antique, qui doit être fondu avant d'être soufflé. L'invention du soufflage, vers les années 30 avant Jésus-Christ, est la véritable révolution du verre. Jusqu'alors, le verre était coulé, modelé, mais il n'était pas soufflé. Qu'est-ce que cette révolution technologique va changer finalement dans la vie quotidienne? Elle va permettre aux verriers de faire des formes beaucoup plus variées que ce qu'ils pouvaient faire auparavant et des formes beaucoup plus grandes. Et donc nous avons ici réuni quelques objets là, que je vous invite à voir, qui sont des copies réalisées par Alain Guilleux, de pièces qui existaient dans l'Antiquité romaine en Gaule. On a ici, vous voyez, ces pots très pensus. Ces objets servaient sans doute à conserver des céréales, des légumineuses dans les cuisines. Là, on a en quelque sorte l'équivalent de nos bocaux. Voilà, c'est les gros bocaux. C'est le bocal. Ici, vous avez une bouteille carrée en C, de grand format, qui servait donc à stocker et à transporter. Alors, je suis très étonnée parce que je pensais qu'à l'époque, on transportait notamment les liquides dans des amphores en céramique. Alors, est-ce que le verre remplace l'amphore? Non, le verre ne remplace pas l'amphore. D'abord, on ne peut pas obtenir en verre des récipients aussi volumineux que les amphores. Mais on pense que certains produits étaient conditionnés dans le verre qui ne laissent aucune odeur dans les liquides. Et c'est pour cela que, sans doute, les meilleures huiles, les meilleurs vins étaient conditionnés dans du verre. De la même manière, les huiles parfumées étaient dans des petits flacons. Celui-ci, ce petit flacon pensu, qui servait à contenir des huiles corporelles et que l'on transportait avec soi lorsqu'on allait au therme. C'était un objet un peu personnel. Donc là, on voit vraiment qu'il y a un changement assez rapide en fait dans les us et coutumes des habitants de la Gaule. C'est-à-dire qu'il y a tout à coup tous ces objets en verre qui débarquent sur les tables, qui débarquent dans la vie quotidienne, c'est ça? Voilà, c'est cela. Au début du 1er siècle, on ne connaît pratiquement pas de verre, très peu de verre, et à partir du milieu du siècle, on voit peu à peu le verre envahir la vie quotidienne des Gallo-romains.
Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que c'est depuis cette époque que nous buvons notre vin et notre eau dans des verres? Oui, En verre. Oui, parce qu'auparavant, le verre n'est pas un objet quotidien. Les Gallo-Romains vont vite prendre goût à sa transparence. Les archéologues en ont les preuves. La vaisselle de verre couvre les tables antiques. Le soufflage permet de réaliser des objets étonnants, comme cette petite cruche, qui servait sûrement de biberon, ou cet oiseau, en fait un poudrier, dont on cassait l'extrémité de la queue pour récupérer la poudre. Un ustensile important pour le maquillage, une mode qui nous vient de Rome. Adopter les us et les coutumes romains, c'est véritablement afficher son appartenance au monde romain. C'est se positionner véritablement comme citoyen romain. Et il est très clair que ça passe bien évidemment par le décor, par les objets que l'on va aussi utiliser, les manières de table, la cuisine. On va changer ses habitudes alimentaires, on va changer ses habitudes vestimentaires. On adopte aussi des nouvelles pratiques qui nécessitent aussi d'avoir recours à des objets importés tout d'abord, mais qui ensuite progressivement vont être fabriqués localement, vont être fabriqués sur place. Dans l'atelier, tout le monde est concentré. Le verre est à la bonne température, l'expérience commence. Le verrier va reproduire à l'identique, en utilisant les mêmes outils et les mêmes gestes que l'artisan gallo-romain, un modèle de gobelet découvert dans l'épave des Ambiers. Ça refroidit assez vite, donc il faut souvent aller réchauffer la matière dans le four. Et alors justement, comment réagit cette matière première antique? Mon verre est encore assez épais, là, j'ai pas trop de réaction. Il est assez bien. Il a très bien fondu, très rapidement. On a eu une matière relativement homogène. C'est grâce à l'iconographie que les archéologues connaissent la position du verrier à l'Antiquité. Il travaillait seul, assis devant son four, contrairement aux verriers contemporains. La difficulté pour moi, c'est de travailler avec les deux mains simultanément à faire deux choses différentes. Ah oui. Voilà, ça, Et ça, c'est pas ce que vous faites d'habitude? Non. Le verrier antique, généralement, pour les petites pièces, il travaillait seul. Et quelle peut être la productivité d'un artisan Un verrier expérimenté qui a l'habitude de faire ce genre de verre avec cette façon de travailler peut arriver à faire facilement 12 à 15 verres à l'heure. C'est vrai que c'est très émouvant de voir petit à petit la forme apparaître. Le soufflage est terminé. Il faut maintenant mettre la pièce à refroidir progressivement pendant quelques heures. Ça y est, le gobelet est prêt. N'hésite pas à dire ce que tu as à dire. Non, moi je trouve que la matière est très belle. Le décor de filet est tout à fait conforme. Le fond aussi. Est-ce que l'archéologue est contente du travail du souffleur de verre? Non, mais à la fois contente et émue quand même. Émue de voir que ce verre n'est pas mort quand même. Est-ce que c'est un objet qui est très répandu à l'époque? C'est une forme extrêmement commune. Mais on sait très bien que lorsqu'on fouille une maison, on ne récupère qu'une partie des verres utilisés. La plus grande partie était récupérée et refondue. Le recyclage n'est pas simplement une technique d'aujourd'hui écologiste. On sait que dès la fin du 1er siècle, on récupère le verre. Face à une demande de plus en plus importante d'objets, les artisans vont se spécialiser, s'organiser. Les archéologues ont retrouvé des vestiges de ce changement, notamment à Bordeaux. Bien avant de devenir cette magnifique ville néoclassique, Bordeaux était une grande cité de l'Empire romain. Et devant son amphithéâtre, je pourrais presque entendre les clameurs de l'Antiquité.
Bordeaux, c'est l'ancienne Burdigala, la capitale de la province d'Aquitaine. Et à l'époque gallo-romaine, dans cette ville, il existait de nombreux quartiers artisanaux. Des artisans qui ont laissé de nombreux indices de leurs activités. Et je rejoins justement une archéologue spécialiste du petit mobilier de l'époque antique. Je vois que vous avez toutes sortes d'objets là, d'où viennent-ils? Alors, ces objets proviennent d'ateliers d'artisans qui ont été fouillés récemment sur Bordeaux. Dans l'un de ces ateliers, les archéologues ont découvert les œuvres d'un nouvel artisan, le tabletier. Il fabriquait des objets à partir d'ossements d'animaux. Le bœuf est majoritairement utilisé par les tabletiers pour fabriquer les objets en os. Mais on peut aussi trouver du cheval ou des animaux un petit peu plus exotiques, comme le chameau, par exemple. On en a quelques occurrences. Des chameaux à Bordeaux, des animaux de cirque, en fait, qui, au moment de leur décès, en fait, sont mis en charnier. Et puis le tabletier va récupérer des ossements dans ces charniers. Les objets découverts en fouille montrent que cet artisanat bon marché touchait tous les domaines de la vie quotidienne gallo-romaine. Regardez ces épingles à cheveux, ces dés à jouer, ce stylet, ou encore ces charnières de meubles. Et ce n'est pas tout. Alors là, je vois des sortes de petites cuillères. Est-ce que c'est ça? Est-ce que je me trompe ou... Tout à fait. Ce sont des cuillères romaines, de modèle romain, donc on appelle des cochléaires. Et qui servent à manger les œufs et les coquillages. Ah, c'est usage très très spécialisé. Qui correspond en fait à des modes et des manières de manger et de cuisiner qui appartiennent au monde romain. Ouais. Donc avec le manche à extrémité pointue, vous pouvez casser l'œuf ou retirer le coquillage. Et avec le cuilleron circulaire, vous pouvez donc manger la partie de l'œuf ou la partie du coquillage dégagée. Et alors, est-ce que ce métier de tabletier existait déjà en Gaule avant l'arrivée des Romains? A priori, non, puisqu'on a très peu de production d'objets en matière dure animale pour la période gauloise. Ils utilisaient le bois de cerf, mais la fabrication d'objets en os de manière aussi systématique est proprement romaine, en fait. Ouais. Donc là, on est vraiment dans un artisanat purement gallo-romain, introduit par Rome en Gaule. Le développement de l'activité de la tabletterie en Gaule apparaît vers le milieu du 1er siècle après. Et c'est effectivement pour nous, pour caractériser les sites, un fort signe de romanisation. Les archéologues ont retrouvé d'autres témoins de la spécialisation des métiers. En Gaule romaine, il existe en effet de nombreuses stèles funéraires représentant les artisans ou leurs outils. Regardez ce tailleur de pierre. Ces représentations des métiers du bois. Ici, un marchand de serrures. Là, un cordonnier ou encore des drapiers. C'est une façon de valoriser le travail manuel typiquement gallo-romaine. L'artisanat, d'une manière générale, en Gaule romaine, a probablement été pour une grande partie de la population un moyen de se positionner dans le nouveau monde qui était en train de se constituer sur la Gaule romaine. Trouver des débouchés, des nouveaux débouchés économiques, trouver aussi un moyen d'exister par rapport à une condition antérieure peut-être moins enviable. Et il est très probable que pour un certain nombre, devenir un artisan, devenir un producteur, s'inscrire dans le cadre de ce que l'on appelle la romanisation, donc du développement en fait finalement des territoires, a été pour beaucoup une manière de s'afficher, mais également aussi de s'inscrire dans une nouvelle société en gestation et en construction. Au laboratoire, certains objets montrent que les artisans s'organisaient pour optimiser leur production. Alors là, je vois un drôle d'objet qui est assez décoré. Qu'est-ce que c'est? C'est un canif gallo-romain, en fait, avec un manche en os décoré et une lame qui se plie et qui se déplie. Est-ce que ça veut dire que l'artisan qui fabriquait le manche et celui qui fabriquait le couteau étaient à proximité aussi? C'est effectivement tout à fait possible que les artisans qui produisent ce genre d'objets se regroupent, le forgeron ou le bronzier pour la fabrication des lames et puis le tabletier pour la fabrication du manche et se regroupent dans le même quartier pour une proximité plus efficace.
Est-ce que ça, c'est très très caractéristique du monde gallo-romain, cette proximité entre les artisans, cette complémentarité? C'est cette notion de nécessité de rationalisation et d'économie au maximum, en fait, hein, oui, qui effectivement est bien exprimée dans la civilisation romaine. Un autre atelier d'artisans fouillé à Bordeaux, celui d'un tanneur. Donc c'est une autre étape de l'utilisation de l'animal, c'est le tannage de la peau pour en faire des chaussures, des sacs, des vêtements en cuir. Ce que les archéologues ont retrouvé dans cet atelier, ce sont des outils et les chutes de découpe des peaux, des déchets organiques qui arrivent rarement jusqu'à nous et qui sont très riches en informations. On arrive à distinguer deux sortes de chutes. Donc celles qui ont trait au travail du tanneur proprement dit, c'est-à-dire qu'il va produire, lui, des plaques de cuir en découpant les bords et en laissant les bords, en les mettant à la poubelle, puisqu'il ne les utilise pas. Et puis ces plaques de cuir vont être utilisées dans un second temps par le cordonnier. Et là, les découpes qu'on peut voir sont vraisemblablement plus liées à un travail de cordonnerie. Donc, peut-être que cette partie-là est devenue une semelle de chaussures, c'est ça? Peut-être. Là, vous avez retrouvé ces éléments de tannerie et de cordonnerie dans un même atelier? Oui, effectivement, ce sont des gens qui travaillent dans le même espace, mais ça ne veut pas dire que ce sont les mêmes artisans, puisque dans l'Antiquité, cordonnier et tanneur ne portent pas le même nom, hein. Ce sont deux métiers bien individualisés. En tout cas, ils sont au même endroit, peut-être pour un souci de bonne organisation? Oui, toujours dans ce sens et dans cet esprit de rationalisation des activités. Les artisans se rapprochent, ils s'organisent aussi. L'archéologie et les textes ont en effet révélé l'existence des premières corporations. Ce sont des associations d'artisans qui se regroupent pour réglementer leur profession et protéger leurs intérêts et leurs traditions. Les archéologues savent par exemple que les travailleurs du bois, les dendrophores, disposaient d'un bâtiment pour se réunir et organiser des cérémonies en l'honneur de leur divinité patronne. Cette fraternité entre artisans, c'est donc à Rome que nous la devons. On va trouver dans les villes une foule d'artisans dans tous les domaines qui viennent produire au plus près des consommateurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver ces petits artisans quasiment dans tous les types d'agglomérations, que ce soit les capitales de cité, les chefs-lieux de cité, mais également aussi dans des agglomérations plus modestes, moyennes ou même voire très petites agglomérations. On a de plus en plus besoin d'objets, on en a besoin de plus en plus rapidement. Donc l'artisan est véritablement partout. Il est au service finalement de la société. De nouvelles techniques, une grande organisation du travail, l'artisan gallo-romain a donc tout en main pour produire des quantités de plus en plus importantes. Et pour certaines productions, les archéologues ne parlent même plus d'artisanat, mais de quasi-industrialisation. Pour en savoir plus, je vais maintenant à Millau. Au pied des grands causes de l'Aveyron, voici Millau, appelé Condatomagos à l'Antiquité. C'était alors un grand carrefour commercial. C'est ici que les archéologues ont découvert l'un des plus grands centres de production des céramiques, que l'on appelle sigillés. Je commence par en découvrir les vestiges, fouillés tout au long du XXe siècle. C'est ici que se trouvaient les ateliers de poterie. Ici et sans doute bien ailleurs, parce que vous n'avez qu'une petite partie du site présumé qui devait s'étendre sur 15 ou 20 hectares, en tout cas dans la plaine de la Grove-Zanque. Pourquoi est-ce que c'est ce site de Millau précisément qui a été choisi et pas un autre? Tout d'abord, on bénéficie ici de conditions naturelles exceptionnelles, parce que pour produire de la céramique en très très grande quantité, il faut énormément de bois, d'eau, mais surtout des argiles exceptionnelles, telles des argiles calcaires qui affleurent tout autour de Millau et dans lesquelles les ateliers se sont servis pendant près de 2 siècles. Sur le site, les archéologues ont notamment identifié des bassins où était stockée l'argile, des fours et des canaux où circulait l'eau. Tout était au service de cette production.
Combien de milliers, de centaines de milliers de pièces sortaient de ces ateliers? Alors, on connaît plus de 600 ateliers et on pense qu'on est arrivé à peu près au terme de la recherche. Estimer le volume, la quantité de vases produits, c'est difficile. On parle de millions de vases, ce n'est pas impossible. Des millions? Ce n'est pas impossible. Est-ce qu'on peut dire que la vaisselle sigillée est d'une des premières productions de masse de notre histoire? On peut même presque l'affirmer, oui, en tout cas pour l'Antiquité. C'est l'un des premiers produits de consommation de masse qui nous soit arrivé par le biais de la conquête romaine. Comment les archéologues savent-ils qu'il y avait tant d'ateliers? Pour le comprendre, il faut aller dans un endroit étonnant. On est où ici, Martine? Nous sommes dans les réserves du musée. Là, je vois des dizaines de noms romains, Fédotus, Genialis, Germanus, sont des noms de potiers Ce sont probablement à l'origine des noms de potiers, mais la longévité de certains noms laisse penser qu'il s'agit plus d'entreprises que d'individus. Et si les archéologues ont pu identifier ces 600 noms, c'est grâce à un petit détail imprimé sur les vases. Ces tiroirs contiennent des fragments de vases sur lesquels on peut déchiffrer des signatures. Par exemple, celle d'Hilarus, le nom peut être abrégé en 2 ou 3 lettres seulement. Les façons de signer étaient très diverses au sein d'un seul et même atelier. Est-ce que c'est un petit peu comme aujourd'hui quand on met une marque sur un produit qu'on fabrique? C'est un petit peu comme aujourd'hui, à ceci près qu'aujourd'hui, les céramiques sont marquées à l'extérieur du fond. Là, les estampilles sont imprimées à l'intérieur du fond de façon à ce qu'on puisse les voir. Une forme de publicité. Est-ce qu'il y avait aussi certaines réputations? On savait que, par exemple, les poteries d'Hilarus étaient meilleures que celles de Caius Iulius? Eh bien, non, parce qu'ici, en fait, il n'existe absolument aucune concurrence entre toutes ces firmes. Donc, aucune ne cherchait à faire mieux que l'autre. Tout était relayé par les mêmes réseaux commerciaux. Pas de concurrence entre les ateliers? Aucune. Les archéologues en ont la preuve, car ils se sont rendus compte que tous ces ateliers produisaient les mêmes pièces. Elles étaient distribuées aux mêmes endroits, par le même réseau, certainement au même tarif. Leur décor aussi était similaire et directement inspiré de Rome. Regardez, sur ce grand vase-là, vous avez même 6 ou 7 des 12 travaux d'Hercule. Vous voyez l'inscription Acta Herculentis. Les travaux d'Hercule. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres exemples de motifs? Bien sûr. Alors là, vous avez un combat de gladiateurs. On les voit avec leurs cuirasses en train de se battre. Exactement. Les jeux du cirque étaient très importants à Rome. C'était vraiment l'équivalent du football actuel. C'est-à-dire que ça enflammait les foules et les gens adoraient aller voir ces combats de gladiateurs. On pourrait dire aujourd'hui que ce sont les images d'Épinal de la culture romaine, quasiment des clichés. C'est quelque chose qu'on retrouve partout et qui sert à la fois à véhiculer un mode de vie, un mode d'alimentation et aussi des centres d'intérêt. Une culture. Voilà. Les céramiques de Millau inondent l'Empire. Les archéologues en ont trouvé de l'Écosse, au sud du Maroc, des rives de la mer Noire, au Soudan. Il y en a partout où les Romains ont posé le pied, et même à Pondichéry, en Inde. Destinées au commerce longue distance, elles sont une sorte d'instrument d'unification politique. Le commerce est une stratégie de conquête pour les Romains. Et d'ailleurs, ils vont en user en Gaule romaine. Au fil du temps, les modes évoluent, les objets changent, les objets évoluent aussi. Et donc, on va produire en permanence et encourager cette production et cette consommation. Toute l'économie romaine est basée, d'une part, sur un commerce à très grande échelle et à très grande distance, et sur une production de masse qui vient s'inscrire dans ce réseau commercial. On vient de le voir, les artisans gallo-romains participaient activement à l'économie très organisée de l'Empire romain. Ils fabriquaient en grande quantité des objets qu'il était bien vu de posséder, un monde pas si éloigné de notre société de consommation.